Retour à l'essentiel, on va plus loin. Présent avec Niagale Bagayoko, président de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagale. Bonjour. Et Florent Rodeau, chroniqueur international à France 24. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. Au sommaire, l'Afrique a besoin d'investissements plutôt que d'aide publique, assure Emmanuel Macron devant la jeunesse kenyane au sommet Afrique-France de Nairobi. Le président français qui annonce 23 milliards d'euros d'investissement, dont 14 pour la France. Donald Trump, lui, veut jeter à la poubelle les revendications iraniennes. Le président américain qui ne voit aucune évolution positive dans les négociations. La France et le Royaume-Uni réunissent demain une quarantaine de pays pour voir comment rétablir la liberté de navigation malgré les menaces de Téhéran. C'est tout de suite, on va plus loin. Il avait appelé à tourner la page de la France-Afrique pour ouvrir une nouvelle relation avec le continent. C'était en 2017, devant 800 étudiants réunis à Ouagadougou. 9 ans plus tard, rien n'a changé sur le fond du discours pour Emmanuel Macron. Même tonalité, même audience, la jeunesse. Mais ce qui, à l'époque, donnait à l'exercice un caractère inédit, est-il toujours d'actualité ce lundi à Nairobi, face à un auditoire cette fois anglophone? Écoutez le chef de l'État au premier jour de ce sommet Africa Forward. Nous croyons que l'Afrique est un continent et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. Et sur place, à Nairobi, on retrouve Bastien Renouille pour France 24. Bastien, il est vrai qu'au Kenya, Emmanuel Macron s'exprime certes en territoire ami, pas totalement inconnu pour lui, mais délesté cette fois du poids de la colonisation française. Absolument, oui. Une absence d'histoire commune entre les deux pays qui, il y a quelques décennies, pouvait sembler être un obstacle au développement de relations commerciales pour la France et les pays africains. Mais aujourd'hui, ça semble plutôt être un avantage. Qui dit pas d'histoire commune, dit pas de polémique à ce sujet. Alors, c'est peut-être l'une des raisons qui a poussé la France à choisir le Kenya pour l'organisation de ce sommet. Mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi la croissance du Kenya, qui est un pays avec une économie en plein développement. La tech est présente ici à Nairobi. Il y a aussi de très nombreuses industries agroalimentaires. Le pays est en plein boom. Alors, il faut le dire, ce n'est pas un partenaire majeur de la France à l'heure actuelle. À peine 160 millions d'euros d'exportation française vers Nairobi en 2024. Ce n'est pas beaucoup, mais petit à petit, la relation se construit. Il y a 15 ans, il y avait à peine une trentaine d'entreprises françaises ici. Aujourd'hui, elles sont un peu plus de 140. À l'occasion de ce sommet, d'ailleurs, il devrait y avoir des annonces concernant de nouvelles installations ici au Kenya. Et puis, je peux vous le dire, les Kenyans sont assez contents d'accueillir ces entreprises françaises ici. Je discutais avec un professeur d'économie la semaine dernière de l'université de Nairobi. Il me disait « Nous sommes prêts à accueillir les Français ». Mais à deux conditions. Tout d'abord, ils doivent venir en oubliant tout esprit colonisateur et plutôt en faisant jeu égal avec les Kenyans. Et puis en apportant une expertise française sur des domaines clés. Et à ces conditions-là, nous sommes prêts à recevoir la France et en faire un véritable allié, que ce soit sur le plan diplomatique ou sur le plan commercial. Emmanuel Macron qui annonce, au coup d'envoi de ce sommet, 23 milliards d'euros d'investissements mobilisés pour le continent africain. Absolument, et c'est beaucoup pour une seule journée. Et parmi ces investissements, beaucoup d'investissements privés. Alors, il y a des petites et moyennes entreprises qui participent à ce sommet, qui ont promis des investissements de centaines, voire plusieurs millions d'euros. Et puis, il y a les mastodontes. On peut en citer deux, notamment CMA-CGM, l'armateur spécialiste de la logistique, qui a prévu notamment 1 milliard d'euros d'investissement ici au Kenya pour développer le port de Mombasa, qui permet d'accueillir des containers. Des investissements qui vont aussi vers l'Afrique de l'Ouest, au Congo-Brazzaville par exemple, au Cameroun également. Et puis il y a également Canal+, qui a promis 3 milliards d'investissements sur le continent, notamment pour développer des contenus africains
à destination de l'Afrique. Les entreprises françaises sont donc extrêmement mobilisées et c'était un vœu de l'Élysée qui voulait en finir avec l'image que la France peut avoir depuis plusieurs décennies, qui vient avec son aide au développement, qui est souvent mal comprise. En tout cas, c'est ce qu'affirme le gouvernement français et les agences en question. Et donc pour cela, il fallait développer des partenariats privés, gagnant-gagnant, c'est le mot que l'Élysée aime bien employer, entre des entreprises françaises et des entreprises africaines. Et je peux vous dire que le secteur économique ici à Nairobi est particulièrement ravi. J'ai discuté cet après-midi avec le président de la Chambre de commerce kenyane. Il me disait que la France était la bienvenue dans de nombreux domaines, la chimie, l'agroalimentaire, la médecine, la pharmaceutique, qu'il était prêt même à organiser d'autres sommets s'il le fallait pour pouvoir accueillir des entreprises françaises. Et puis je parlais également avec le directeur de l'une des principales banques kenyanes, la banque Equity, et il m'affirmait que tout le monde est au courant de l'histoire coloniale française sur le continent, mais que si le pays montre qu'il est prêt à oublier cette histoire, à passer au-delà, à changer sa relation avec le continent, cela s'appelle le développement, le progrès, et que lui est tout à fait ravi de voir que la France est prête à mettre beaucoup d'argent sur la table pour changer ses relations avec le continent et pour développer ses relations économiques. Merci Bastien Renouille, en direct de Nairobi pour France 24. Niagalé Bagayoko et Emmanuel Macron a beau jeu de dire que le continent africain n'attend plus d'aide au développement, mais de l'initiative privée. La France, comme ils le reconnaissent, serait bien en peine de financer cette aide sur ses deniers publics. Oui, il y a eu de toute façon une baisse drastique des budgets pour le développement, non seulement en France, mais dans tous les pays de l'Union européenne. Et on sait également aux États-Unis avec la fermeture de l'USAID. Donc on voit que la question de l'aide au développement n'est plus placée au cœur des enjeux, des débats. Il semble que chacun cherche un dépassement de ce modèle qui apparaît comme obsolète en réalité, et on essaie de lui substituer un nouveau schéma. Alors, il faut se souvenir que lors d'un des précédents sommets à Montpellier, il y avait déjà eu une tentative de changer le logiciel en s'adressant uniquement à la société civile et non pas au chef d'État. Là, la nouvelle cible, ce sont les entreprises. Alors, ça donne un élan, ça donne un espoir, mais attention aussi à ceux qui se sentiront frustrés d'avoir eu le sentiment au moins d'être exclus. Je ne suis pas sûre que le monde francophone, aujourd'hui, l'espace francophone, la francophonie, soit particulièrement rassuré par ce virage tous azimuts vers les pays anglophones. Oui, peut-être un mot sur cette question. On parlera effectivement de la réorientation géographique, mais un mot peut-être déjà de cette question de l'initiative privée, parce qu'on l'entend effectivement de manière très régulière dans la bouche d'Emmanuel Macron. Est-ce une volonté d'éviter que l'aide au développement ne se perde dans les rouages administratifs ? Un mot parfois pudique pour ne pas évoquer la corruption. Oui, peut-être que dans le précaré français qu'on évoque souvent, ça aurait pu être plus facilement le cas, mais on sait que la donne a changé. Vous avez parlé tout à l'heure de 2017 de Ouagadougou. Là, il parlait en effet à la société civile et aux jeunes. C'était intéressant. Là, on dresse une sorte de bilan d'Emmanuel Macron après 9 ans passés à l'Élysée, alors qu'il quittera le pouvoir l'an prochain. C'est important de se replonger dans le début. Novembre 2017, Ouagadougou, vous l'avez dit, 2017. On a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Et Emmanuel Macron, il arrive avec un discours truffé de bonnes intentions. La politique africaine de la France va changer, mais qu'est-ce qu'on retient ? Qu'est-ce que les Burkinabés retiennent de cette séquence-là ? C'est la polémique, avec Marc Caboret notamment. Il est parti réparer la climatisation et on a l'impression que finalement, malgré un discours truffé de bonne volonté, Emmanuel Macron, en une phrase, finalement, il a porté l'histoire coloniale française. Peut-être que si ça avait été dans un autre pays, on n'aurait pas remarqué à ce point-là cette phrase. Il y a les paroles d'Emmanuel Macron. On se demande s'il a la bonne approche avec l'Afrique. C'est évidemment une question de fond. Il y a aussi les gestes. Je pense notamment au Mali. C'est le premier des 3 pays du Sahel central qui s'est détaché de l'influence française. Pourquoi la junte a joué sur ce sentiment anti-français ? C'est que la France, au début, a joué une mission de pompier qui était de sauver Bamako. Elle est passée, cette mission, à une mission de policier, finalement, sécuriser l'ensemble du territoire malien. À ce moment-là, l'armée française, qui a, on le rappelle, perdu 58 soldats, elle a l'image d'une armée
d'occupation. Emmanuel Macron, malgré un discours de bonne volonté, il n'a pas changé l'approche française. C'est-à-dire qu'il hérite d'une situation au Mali, parce que l'opération Serval puis Barkhane a été déclenchée sous François Hollande. 2013. Et à l'époque applaudi d'ailleurs par les populations. Exactement. Mais en 2017, il dit qu'il faut changer l'approche française en Afrique. Le Mali, il y a des conseillers à ce moment-là qui lui disent attention, si vous suspendez par exemple l'accord de coopération avec le Mali, ce qui a été fait, eh bien vous devez retirer l'armée française, vous devez retirer les bases militaires françaises. Ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un reproche d'Emmanuel Macron sur aussi sa stratégie, son approche de l'Afrique. Il paye les attentes qu'il a soulevées. Emmanuel Macron, on s'en souvient, avant même son élection à Alger, en évoquant la colonisation, crime contre l'humanité, très attendu ensuite lors de son premier déplacement en Algérie fin 2017. Beaucoup attendaient qu'il concrétise cette reconnaissance de crime contre l'humanité, ce qu'il n'a pas fait depuis. Ce discours de Ouagadougou annonçant la fin de la France-Afrique est presque en écho aujourd'hui, un discours quasiment identique. Était-ce un regard novateur, plus en phase avec l'époque, ou un simple gadget de communication ? Moi, je pense que Emmanuel Macron paye et paiera de toute façon, quand on fera le bilan de sa politique africaine, le paternalisme et l'arrogance qui lui ont été reprochés. Avec laquelle il a voulu pourtant rompre. Tout au long de C'était ça la promesse du macronisme en 2017. Absolument, mais on se souvient, vous évoquiez d'autres épisodes, mais il y a eu la fameuse convocation du sommet de Pau où il a enjoint les dirigeants des 5 pays du Sahel de se rendre donc dans cette ville qui était celle dont étaient issus 13 militaires qui avaient perdu la vie, et il les avait à ce moment-là sermonnés, et c'est un geste, une attitude qui a été extrêmement mal perçue, non seulement par ces chefs d'État eux-mêmes, mais par leurs opinions publiques. Ce que Emmanuel Macron essaie de faire, c'est de défendre effectivement son bilan sans varier d'un iota, ou peut-être sur certaines questions, je note sa remarque sur la démographie en la considérant comme positive, alors qu'à l'époque, il avait beaucoup pointé du doigt le problème posé par la fertilité beaucoup trop importante dans certains pays, comme par exemple le Niger. Là aussi, il était apparu comme donneur de leçons. Donc là, il n'y a pas vraiment, il faut aussi être honnête, la même problématique de fertilité ou de taux de natalité au Kenya, que le Kenya. Et au Niger, on est bien d'accord, absolument. Le Niger étant l'un des taux de fertilité les plus élevés au monde. Absolument, exactement. Mais on s'aperçoit qu'il y a un changement de ton. Là, on ne peut pas lui reprocher d'arrogance. Mais est-ce que ce sommet suffira à effacer le passif de 9 années écoulées? À mon avis, ce sera très difficile. 2017, c'était un début de mandat. 2026, on est à 1 an de la fin d'un mandat qui, de toute manière, ne sera pas renouvelé. Effectivement, le fait de mettre en écho ces deux discours illustre sans doute les déceptions peut-être. Le choix tout de même de Nairobi... Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron se tourne vers l'Afrique anglophone, avec laquelle la France n'a pas d'histoire coloniale. Il s'était déjà rendu, on s'en souvient, au Ghana, au Nigeria, pays dans lequel il a lui-même d'ailleurs effectué sa coopération et qu'il connaît bien. Le choix de Nairobi aujourd'hui, il illustre en creux aussi, c'est ce que vous disiez, la perte d'influence de la France en Afrique de l'Ouest, singulièrement dans les pays du Sahel? Oui, absolument. Alors déjà, c'est un sommet Africa Forward, non anglophone, dans un anglophone Kenya. Évidemment, cette prise de conscience, elle a, à mon sens, été vraiment effectuée à partir de 2023. Alors c'est important de le noter, le premier sommet franco-africain, c'est 1973. Les pays anglophones sont invités dès 1980. Donc la seule nouveauté aujourd'hui, c'est que le sommet soit organisé dans un pays anglophone. C'est important de le préciser. Aujourd'hui, la France commerce autant avec l'Afrique anglophone que l'Afrique francophone. C'est à peu près 1% de son commerce extérieur. Donc, c'est sûr qu'il y a besoin pour Emmanuel Macron, à 1 an de la fin de son mandat, de présenter un bilan le plus positif possible. La France, on le sait, a été chassée des 3 pays du Sahel. Il lui faut évidemment s'activer sur le reste du continent. Objectivement, c'est 23 milliards d'euros. Bastien Renou le disait aujourd'hui, c'est un pas qui va dans la bonne direction. Donc, c'est pas forcément un choix par défaut, Niagale Bagayoko, c'est aussi une réorientation commerciale, d'une certaine manière, à bon escient pour la France, qui développe finalement ses relations de manière peut-être plus
normale, en sortant justement de la tutelle du passé, avec des pays qui sont destinés à devenir des partenaires commerciaux de la France et pas seulement des confettis de la couronne, comme on peut évoquer parfois les pays du Commonwealth vis-à-vis du Royaume-Uni. Absolument. Je pense qu'il y a cette volonté de normalisation dont vous parlez, mais également une volonté de démilitarisation de la politique africaine de la France, parce que le symbole de celle-ci a longtemps été la présence militaire française permanente sur le continent, à laquelle il a été mis un terme notamment au Tchad et au Sénégal, mais également les interventions militaires françaises. On parle beaucoup de Barkhane, mais depuis les indépendances, il y en a eu des dizaines et des dizaines d'interventions en réalité. Et on voit très bien, alors je crois que demain à l'agenda, il est prévu une discussion autour des questions de sécurité, mais ce qui semble devoir être mis en avant, c'est le rôle notamment de l'Union africaine, perçue comme un partenaire qui a sans doute été beaucoup trop négligé jusqu'ici, qui serait en mesure de travailler en coopération avec les Nations Unies, conformément à une résolution qui s'appelle la 2719, qui a été adoptée il y a 2 ans déjà et qui prévoit le financement par l'ONU des interventions africaines elles-mêmes. Et on sent bien ce ton résolument économique, finalement l'économique pour faire oublier le politique. Aujourd'hui, le sommet s'est ouvert par un forum des affaires. La réunion des chefs d'État ne viendra qu'après. Ça, c'est une nouveauté et ça illustre la volonté française en ce moment en Afrique. Oui. On en vient au cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, sous assistance respiratoire, ce sont les termes de Donald Trump. Le président américain assure avoir jeté à la poubelle les revendications iraniennes. Pas pressé donc de trouver une issue négociée à la crise qui continue de paralyser le détroit d'Ormuz. Écoutez le président américain. Le cessez-le-feu tient à un fil. L'accord est plus faible qu'il ne l'a peut-être jamais été. Après avoir lu le torchon de propositions qu'ils nous ont envoyé, je n'ai même pas pu le finir. Je ne vais pas perdre mon temps à le lire. Le cessez-le-feu est comme en soins intensifs. Il est sous assistance respiratoire massive. Le genre de situation où le médecin entre dans la chambre et dit « Vous n'avez environ qu'1% de chance de survivre ». Voilà l'histoire du jour de Donald Trump. On commence à être un peu habitué maintenant à ces métaphores à répétition. Un tout petit peu. Et alors oui, un peu seulement. Et alors qu'une quarantaine de pays, rappelons-le, se réunissent demain à l'initiative de Paris et Londres pour voir comment restaurer la liberté de navigation par le détroit d'Ormuz. Niagale Bagayoko, l'Iran a mis en garde la France et le Royaume-Uni durant le week-end contre toute tentative de forcer le passage. Paris et Londres semblent peu pressés de tester la détermination iranienne à ce stade. Oui, à mon avis, ils font montre de prudence. Voire de pusillanimité ou de prudence raisonnable? Non, moi je dirais simplement de prudence raisonnable parce qu'ils ont pris quand même un engagement concret. Ils ont engagé des bâtiments qui ont passé le détroit de Bab el-Mandeb, etc. Donc il y a quand même une action concrète qui est prise. Mais moi, c'est une situation qui me rappelle celle de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec le même type d'initiative, ces coalitions de volontaires qui sont tributaires de la fin des hostilités. Et en réalité, on voit très bien que ce soit sur le terrain ukrainien ou sur le terrain irano-israélo-américain, qu'on est très très loin d'une solution pour l'heure. Donc, on pourrait craindre que ces manœuvres se limitent à une gesticulation parce que il y a un risque, sachant que la France est quand même militairement engagée dans la région, liée par certains accords de défense, notamment avec les Émirats arabes unis, et que donc tout dérapage pourrait avoir des conséquences extrêmement graves, d'où la prudence. À quel moment, Florent Auneau, le Royaume-Uni et, pour ce qui nous intéresse sans doute davantage encore ici, la France, prennent ombrage des refus réitérés de l'Iran de permettre cette circulation par le détroit d'Ormuz et peut-être aussi du refus de Donald Trump de considérer les propositions iraniennes, pour peu qu'elles soient sérieuses? Ce que l'on en sait jusqu'à présent, c'est que c'est évidemment un casus belli pour les Américains, ce qui est sur la table. On ne va pas se mentir, je pense que la France et le Royaume-Uni s'attendaient à la réponse iranienne. Pourquoi les Iraniens ne veulent pas lâcher le détroit d'Ormuz? Parce que c'est leur assurance vie aujourd'hui. Oui, mais ils ne veulent pas non plus lâcher le nucléaire, ils ne veulent pas non plus lâcher le balistique et ils ne veulent pas non plus lâcher les proxys. Absolument, mais c'est-à-dire ça va aller par étapes.
table. Justement, ils ont eu, entre guillemets, l'intelligence de vouloir découpler ces dossiers. Donald Trump, lui, veut tout régler d'une traite. Eux découplent ces dossiers. Et finalement, pourquoi aujourd'hui on parle du détroit d'Ormuz ? C'est parce qu'ils ont réussi à déplacer la guerre militaire sur leur sol, dans une guerre économique dans le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, c'est l'assurance vie. Pourquoi les Iraniens veulent contrôler le détroit d'Ormuz ? Parce qu'ils veulent récupérer, en faisant payer des péages notamment, tout l'argent que leur coûte cette guerre. Oui, alors je vais formuler autrement ma question. Jusqu'à quand le monde libre peut accepter d'être rançonné actuellement par l'Iran qui se retrouve de fait dans une situation effectivement dans laquelle elle s'est aussi en partie mise elle-même. Je sais que c'est pas à moi de poser les questions aujourd'hui, mais est-ce que ces pays-là sont prêts à aller à la confrontation militaire avec l'Iran ? Je pense que la réponse est un peu dans la question. Donc aujourd'hui, les Iraniens, ils contrôlent le détroit. Qu'est-ce qui va leur... Alors on sait qu'ils perdent entre 400 et 500 millions de dollars par jour. Donc en fait, la question, c'est de savoir combien de temps eux vont pouvoir tenir. Est-ce que Donald Trump a encore envie d'envoyer des bombes ? Parce que c'est plus facile de bombarder un pays que de sécuriser ou en tout cas de débloquer le détroit d'Ormuz. Donc il y a une véritable réflexion aujourd'hui. Vous parlez de gesticulation peut-être de l'armée française. Moi, je parlerais peut-être de gesticulation de la part de Donald Trump qui chaque semaine nous dit l'inverse. Ils sont à deux doigts de faire un accord. Il nous a parlé aujourd'hui des modérés, des fous du régime. Les modérés, pour lui, sont prêts à faire un accord. Sauf que ce sont les gardiens de la révolution qui sont au pouvoir. Niagalé Bagayoko, dans ces conditions, à quoi peut servir la réunion de demain ? Entre, rappelons-le, une quarantaine de pays qui, autour du Royaume-Uni et de la France, entendent trouver les moyens de restaurer cette liberté de circulation. En gros, il s'agit de rassurer les assureurs pour que les navires puissent à nouveau passer par le détroit d'Ormuz sans avoir à payer des primes prohibitives. Oui, exactement. Je pense que c'est une façon pour les États de rassurer les acteurs privés qui sont concernés au premier chef par ce qui est en train de se passer. Donc la réunion de demain... Et pardonnez-moi, de ce point de vue-là, les menaces iraniennes du week-end sont loin d'être anodines, puisqu'on sait très bien qu'elles sont adressées à ces acteurs économiques. À partir du moment où la menace existe de voir ces bateaux pris pour cible, il est clair que personne ne tentera la traversée. Mais exactement. Ouais. Donc la façon dont les États se réunissent, c'est effectivement pour rassurer leurs agents économiques, mais ils se trouvent eux-mêmes pris au piège de leur propre incapacité à agir et à intervenir réellement. Et à contraindre la main iranienne, finalement. Exactement. Parce que c'est cela qu'il faudrait demain pour assurer cette garantie de navigation. Oui, ou contraindre la main iranienne, ou à revenir à une forme d'accord de type JCPOA de 2015, qui n'avait finalement rien réglé, puisque aujourd'hui on se retrouve dans la situation que l'on connaît, en raison bien sûr du retrait américain de cet accord. Nouveau cul-de-sac, donc diplomatique, dans lequel Donald Trump, si l'on en croit ses mots aujourd'hui, mais qui sont peut-être amenés à nouveau à évoluer d'ici demain, lui fait le pari de la durée. Florent Rodeau. Ouais, Il considère qu'il a le temps pour lui et que c'est l'Iran qui a le plus à perdre dans le fait de voir le trafic paralysé. Alors on rappelle en préambule de mes propos que les États-Unis gagnent de l'argent avec leur exportation de pétrole. Ce sont les premiers producteurs de pétrole au monde, et donc la fermeture, le blocus du détroit d'Ormuz, qui d'ailleurs n'est pas un blocus, qui est un barrage filtrant où certains laissent passer leurs bateaux. Oui, mais le consommateur américain lui perd de l'argent par la hausse des cours. Oui, le gallon est à plus de 4,50, près de $6 d'ailleurs en Californie. On rappelle que les midterms, c'est au mois de novembre, que la campagne débute dès le mois de juin. On aurait pu penser ces 3 dernières semaines, on avait un peu cette conversation, que Donald Trump aurait voulu accélérer les choses parce qu'il sait qu'il y a des échéances et que certains disent il a choisi la guerre ou de gagner la guerre ou de perdre les élections. Bon, a priori, il a choisi de perdre les élections. Pour Donald Trump, on ne le sent pas pressé, vous avez raison, quand on l'entend. On a l'impression qu'il n'est pas pressé, sauf que, évidemment, les consommateurs américains poussent pour que ça se règle. On ne va pas se mentir, l'Iran est aujourd'hui en position de force. Marco Rubio et le conseiller du guide suprême iranien ont eu les mêmes propos. L'Iran a aujourd'hui entre ses mains une bombe atomique économique. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Iraniens sont en position de force. Ils veulent négocier uniquement sur Hormuz avant de passer au nucléaire. Donald Trump, il s'agace et à mon avis, c'est pas fini. Pourra-t-on peut-être empêcher l'Iran d'avoir la main sur Hormuz ? C'est impossible. Les menaces iraniennes suffisent. Complètement. Ça, c'est quelque chose qui apparaît inenvisageable et surtout qui était totalement inattendu. On se retrouve face à une situation qui semble n'avoir absolument pas été anticipée par les stratèges américains, ni même israéliens. Existe-t-il ? Lesquels ? Oui, les Israéliens avaient peut-être anticipé, mais la passe par pertes et profits, car elle ne les concerne finalement assez peu économiquement. Oui, sans doute, mais ils ne pensaient pas que ça
rebattrait les cartes d'une telle façon que le monde entier puisse être concerné par cette crise finalement. Donc non, moi, à mon avis, Donald Trump, il ne sait pas s'il veut gagner du temps ou pas. Il change quand même un petit peu d'avis tous les jours. Moi, j'ai, à titre personnel, un peu de mal à savoir s'il est prêt à continuer le bras de fer avec les Iraniens. J'en suis pas certaine. Et mon petit doigt me dit que vous n'êtes pas seul. Merci beaucoup, Niagale Bagayoko. Merci, Florent Renaud. On va plus loin. C'est terminé, mais bien sûr, l'essentiel, lui, continue. On se retrouve dans un instant. On va continuer à parler d'antivirus. Et puis, on parlera d'Ukraine aussi, parce que ces mots de Vladimir Poutine qui annonce une fin prochaine de la guerre, faut-il les prendre au sérieux ?